On va commencer. Alors, bonjour à toutes et tous. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je suis très heureux de voir cette nouvelle réunion de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Celle-ci se déroule de manière mixte, en présentiel, mais aussi à distance pour ceux de nos collègues qui seraient dans leur circonscription. Je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale et que la vidéo sera ensuite disponible à la demande. La réunion d'aujourd'hui sera consacrée à la présentation par l'UNICEF de son rapport « Grandir dans les Outre-mer », état des lieux des droits des enfants. Pour cela, nous accueillons deux des rédactrices du rapport, Mme Mathilde Detrez, chargée de plaidoyer en Outre-mer, et Mme Jody Sauret, responsable du service des programmes et du plaidoyer de l'UNICEF. Même si le rapport concerne l'ensemble des Outre-mer, il est plus particulièrement centré sur la Guyane et Mayotte, territoires sur lesquels vous vous êtes rendus, ainsi qu'à La Réunion. Je suppose que c'est en raison de la proportion d'enfants que l'on trouve que vous avez mis un focus sur ces deux collectivités. En effet, en Guyane, 48% de la population a moins de 25 ans et à Mayotte, la moitié des habitants sont mineurs. Cela me conduit à vous poser d'emblée 3 questions. Dans vos recommandations, vous préconisez d'instituer un référent au sein des délégations parlementaires aux Outre-mer afin qu'il puisse y avoir un suivi de la réalisation des droits de l'enfant dans chacune des chambres. Comment envisagez-vous le rôle de coordination de ces parlementaires référents, notamment vis-à-vis de l'UNICEF, et de quelle manière concrètement ils pourraient visibiliser davantage des enjeux propres aux Outre-mer? Je voulais également revenir sur l'opération Wambushu menée dans les bidonvilles de Mayotte. Des associations ont dénoncé à cette occasion quelques ratés en matière de relogement des familles. Est-ce qu'il y a des voies et moyens à privilégier selon vous pour articuler plus efficacement l'accès au foncier et une politique efficace de relogement des familles? C'est une question qui vise principalement Mayotte et la Guyane, où la prolifération de bidonvilles est une problématique d'ampleur, mais qui ne peut pas être traitée sans prendre en considération l'aspect humain et familial. Pour terminer, concernant l'aide sociale à l'enfance, cela fait maintenant 2 ans que la loi Taquet a été promulguée, mais de nombreux décrets d'application manquent toujours à l'appel. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous faire un rappel des grands axes de cette loi, ainsi qu'un point sur les dispositions qui ont déjà pu être déclinées outre-mer et celles qui se font toujours attendre? Mesdames, je vous cède la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, avant toute chose et avant de répondre à vos questions, je tiens vraiment à vous remercier de nous accueillir pour parler de ce rapport qui nous a beaucoup mobilisés au sein de l'UNICEF France et auquel on tient tout particulièrement parce qu'il nous permet de mettre en avant une situation qui nous alerte particulièrement et dont on espère qu'elle se résorbera progressivement pour que l'égalité entre les territoires ultramarins et l'Hexagone soit enfin atteinte. Si vous le permettez, avant de répondre à vos questions, juste peut-être pour redonner le cadre de ce rapport, on avait prévu un propos liminaire qu'on essaiera d'avoir le plus court possible, même si, voilà, à travers les 200 pages de rapport, je ne vous cache pas que c'était très dur de faire un choix. Et donc, on a orienté notre intervention aujourd'hui plutôt justement autour des pistes d'action, aussi au niveau du pouvoir législatif et des parlementaires. Donc peut-être simplement pour représenter l'UNICEF, vous dire que donc l'UNICEF est présent dans 190 pays dans le monde. Son rôle est de défendre les droits de l'enfant, de mettre en œuvre des programmes permettant de réaliser les droits de l'enfant, et ça c'est particulièrement le cas dans les pays les moins développés, mais dans les 30 pays les plus riches du monde, nous sommes présents sous forme de comités nationaux et notre rôle est de faire de la sensibilisation sur les droits de l'enfant, du plaidoyer et de la mobilisation de ressources pour financer justement les programmes que nous avons dans les autres pays du monde. Donc c'est vraiment avec ce rôle de plaidoyer, de changement de politique publique que nous nous sommes attaqués à la question de l'outre-mer. Donc on a commencé avec une première analyse de la situation des droits de l'enfant en France et on s'est rapidement rendu compte que les données concernant les droits de l'enfant dans les territoires ultramarins étaient déjà peu disponibles, mais ça, ma collègue Mathilde Detrez y reviendra, mais on s'est surtout rendu compte que globalement les indicateurs étaient beaucoup moins bons. C'est la raison pour laquelle on a souhaité aller plus loin en dédiant un rapport spécifique
qui fait donc 200 pages sur la situation des droits de l'enfant dans les territoires ultramarins. Alors peut-être le dire tout de suite, on a bien conscience que cette notion d'outre-mer un peu uniformisante n'est pas pleinement satisfaisante. On a longuement réfléchi sur la meilleure manière de nommer ces territoires. Bon, finalement, on a décidé de parler de territoires ultramarins en ayant bien conscience des limites et sans vouloir pour autant invisibiliser les particularismes de chaque collectivité, en plus avec une vision malgré tout depuis Paris, puisque le comité français a son siège à Paris, bien que nous ayons un collègue présent en Guyane. En termes de méthodologie, très rapidement, vous dire qu'on s'est basé sur la littérature existante, en la regardant à chaque fois à travers le prisme des droits de l'enfant, ce qui, j'ai l'impression, était quand même assez inédit. Et en ça, j'espère qu'on a pu aussi vraiment apporter ce regard sur l'enfance, parce qu'il est quand même assez rare. On a complété la littérature existante avec des entretiens qu'on a menés avec les pouvoirs publics à la fois nationaux et locaux. Notamment, comme vous l'avez dit, on a pu se rendre en Guyane, à Mayotte et à La Réunion pour rencontrer les pouvoirs publics, mais également les organisations de la société civile dont l'expérience et les données sont également très précieuses pour pouvoir porter un regard sur la situation des enfants dans les territoires ultramarins. Et puis, autant que possible, on a essayé de mobiliser aussi des enfants, notamment en organisant des focus group pour pouvoir recueillir leurs paroles et en savoir plus sur leur perception de leurs droits. Donc tous ces aspects-là ont finalement nourri l'écriture de ce rapport, qui est une photographie de l'existant, un rapport dynamique. Des nouvelles études sont produites. J'espère que de nouvelles études le seront encore prochainement, parce que comme on l'a dit, il y a vraiment une belle marge d'amélioration en termes de données concernant les enfants. Donc c'est un rapport dynamique et c'est un rapport qui est humble aussi, parce que il ne peut pas être exhaustif. Les droits de l'enfant, vous le savez, sont finalement très larges, très nombreux. On a choisi de se focaliser sur les grands secteurs d'intervention de l'UNICEF dans le monde, à savoir l'éducation, la santé, la protection, les enjeux climatiques, notamment l'eau, dont vous savez bien qu'il s'agit d'un sujet important dans les territoires ultramarins, et la participation des enfants. Finalement, à travers ce rapport, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une analyse sur comment sont appliqués les droits de l'enfant aujourd'hui dans les territoires ultramarins, mais aussi faire des recommandations pour réussir à faire primer l'intérêt supérieur des enfants, qui n'est pas un grand principe abstrait, qui peut se concrétiser à travers les politiques publiques, mais pour ça, il faut vraiment avoir une connaissance de la situation des enfants et à chaque fois garder vraiment cette idée-là en tête et voir quel impact les politiques publiques ont sur les droits de l'enfant. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés de la délégation Outre-mer. Je vais reprendre aussi de manière un peu plus approfondie les propos de ma collègue Jody Sauret. On vous propose brièvement d'évoquer les grands constats généraux qu'on a fait à travers ce rapport, ainsi que les recommandations générales. Et puis après, on proposera dans un second temps des pistes d'action en tant que parlementaire pour pouvoir agir concrètement pour la réalisation des droits de l'enfant. Et Monsieur le Président, on répondra aussi à vos questions juste après cela. Ce qu'on a observé, et là-dessus on n'apprend rien à personne, c'est la jeunesse de la population dans les territoires dits d'outre-mer et la dynamique démographique dans certains territoires. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire un focus spécifique, comme vous l'avez dit, sur la Guyane et sur Mayotte, puisque les pourcentages en fait, de la jeunesse de la population sont les plus élevés de toutes les collectivités françaises. Donc ça nous paraissait essentiel qu'on ait une analyse approfondie sur ces territoires. Pour autant, dans d'autres territoires où je pense notamment en Guadeloupe ou en Martinique, où on constate un déclin de la jeunesse de la population, ça doit aussi nous interroger sur les perspectives d'avenir sur ces territoires. On a essayé, comme l'a dit ma collègue, de s'intéresser à l'ensemble des territoires de manière approfondie, mais le premier constat qu'on fait, c'est que les données qui sont disponibles, elles tendent à être visiblement améliorées. Les ressources disponibles sur les droits de l'enfant dans les collectivités territoriales dites d'outre-mer, elles sont nombreuses, mais on s'est rendu compte qu'elles sont quand même bien souvent dispersées. Et il y a des données qui sont parfois trop anciennes, et donc c'est difficile d'avoir une analyse actualisée. Donc ça, c'était la première limite de notre travail. À titre d'exemple, on a eu beaucoup plus de données sur les territoires
français dits historiques, à savoir la Réunion, la Guyane, plus récemment Mayotte, mais également la Martinique et la Guadeloupe. À l'inverse, ça a été un peu plus compliqué d'avoir des données pour, je pense notamment à Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon ou Saint-Martin. C'est pour ça qu'on se tient aussi à disposition pour pouvoir compléter ce rapport qui est dynamique et pouvoir recueillir encore plus de données sur ces territoires. Avec les indicateurs qui sont quand même disponibles, nous, le constat qu'on fait à l'UNICEF France, c'est que la situation, elle est quand même plus défavorable en termes de réalisation des droits de l'enfant dans les territoires dits d'outre-mer que dans l'Hexagone, qui s'explique à travers plusieurs raisons. Ce qui nous a le plus marqué dans notre analyse, c'est quand même les enjeux de pauvreté des enfants, qui est quand même beaucoup plus marqué dans les territoires dits d'outre-mer que dans l'Hexagone. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, compris Hexagone et territoire dits d'outre-mer, c'est 1 enfant sur 5 qui vit en situation de pauvreté. À Mayotte, c'est 8 enfants sur 10 et en Guyane, 6 enfants sur 10. C'est des chiffres qui doivent toutes et tous nous alerter et de fait, la pauvreté des enfants, elle entraîne des conséquences en cascade sur leurs conditions de vie, sur l'accès à l'éducation, sur l'accès à la santé, sur la protection de l'enfance en général. Et puis globalement, parce que l'idée c'est après de pouvoir échanger, l'UNICEF France est quand même préoccupé par les enjeux liés à l'accès à l'éducation. Je pense notamment à la Guyane et à Mayotte, où on a un certain nombre d'enfants non scolarisés. On pense aussi à la réalisation du droit à un environnement sain. Et là-dessus, la Guadeloupe et la Martinique a particulièrement attiré notre attention, notamment sur les enjeux liés à l'eau et aux pollutions. On s'est aussi beaucoup intéressé notamment à la justice des mineurs, où on a eu des données assez intéressantes pour la Nouvelle-Calédonie. Mais encore une fois aussi à la protection de l'enfance, vous le disiez Monsieur le Président, où on a pu aussi avoir des données assez intéressantes et plutôt alarmantes, notamment en Polynésie française et à La Réunion. Et puis de manière générale, et ça englobe l'ensemble des territoires, on s'est aussi intéressé sur le traitement des enfants étrangers et ou en situation de migration. On a l'exemple très actuel avec la loi immigration qui vient d'être adoptée ou encore le futur projet de loi Mayotte. C'est bon, ok. Globalement, ce qu'on constate, c'est que les dérogations permises par la Constitution n'évaluent pas suffisamment leur impact sur les personnes vulnérables, et en particulier sur les enfants, puisque c'est le public qui nous intéresse aujourd'hui. On constate aussi que finalement, il existe dans un certain nombre de territoires ultramarins une situation de rattrapage permanent. Les pouvoirs publics locaux qu'on a pu rencontrer nous ont dit qu'ils ont l'impression de toujours être en train de gérer des urgences et que c'est donc extrêmement difficile de réussir à se projeter et à proposer finalement un avenir, un projet pour la jeunesse, pour l'enfance, quand on a déjà l'impression d'être en difficulté permanente. Et c'est le cas notamment concernant les services essentiels, avec aussi une difficulté de coordination entre les acteurs compétents, parfois des petites difficultés à savoir à qui est la responsabilité, à qui est la compétence, et donc forcément des enjeux de coordination, ce qui peut rendre la mise en œuvre des politiques publiques assez difficile. Pour autant, si évidemment les situations de vie des enfants en France sont différentes, elles ne sauraient justifier des inégalités dans l'accès aux droits de l'enfant, en tout cas pas du point de vue de l'UNICEF et pas du point de vue du Comité des droits de l'enfant. L'État est débiteur de droits envers chaque enfant sur son territoire, où qu'il vive. Et c'est important, je pense, de le rappeler. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui nous semble aujourd'hui crucial est vraiment de repenser cet intérêt supérieur de l'enfant dans le processus législatif, accélérer la convergence des normes de qualité et des standards de services publics entre l'Hexagone et les territoires ultramarins, notamment pour lutter contre les inégalités territoriales d'accès aux droits, notamment les droits sociaux qui affectent un certain nombre d'enfants. Et puis procéder à l'évaluation systématique de l'impact des projets de loi et des réglementations sur les droits de l'enfant dans les territoires ultramarins. On a pu proposer, dans un cadre plus général de plaidoyer, la mise en place d'une clause d'impact enfance pour justement, à chaque fois qu'un projet de loi est étudié, voir son impact concret sur les droits des enfants, et il nous semblerait important de pouvoir le décliner aussi sur les droits de l'enfant dans les territoires ultramarins.
Alors voilà pour les constats et les recommandations de manière assez générale. On va essayer d'aller vite ensuite sur ce qu'on a pu envisager pour la suite. Et donc on a essayé d'analyser les actions en vue aussi de l'actualité, les actions à envisager auprès et avec vous, les membres de la délégation Outre-mer. Là, on sait très bien que nos constats et nos recommandations doivent faire l'objet de discussions plus approfondies. À l'UNICEF France, on se tient à disposition de chaque parlementaire pour évoquer de manière approfondie vos territoires et les sujets qui vous touchent et qui vous semblent prioritaires pour chacun de vos territoires. Mais on a distingué deux sortes de pistes de réflexion sur votre engagement. On a pu distinguer celles où vous pourrez avoir un rôle proactif et d'autres où vous pourrez être en réaction. Donc c'est un peu deux types d'actions qui sont envisageables pour la suite, mais bien évidemment, ces propositions sont ouvertes à échange juste après. Sur le rôle proactif en tant que parlementaire et en tant qu'élu de la délégation Outre-mer, il y a effectivement les enjeux de gouvernance. Ce qu'on constate, et c'est la recommandation qu'on porte de manière globale, c'est l'évaluation systématique de l'impact des projets de loi spécifiquement pour les territoires d'outre-mer sur les droits de l'enfant. Il nous paraissait important d'amorcer la discussion autour, et vous l'avez cité, de la création d'un parlementaire référent enfance au sein même de la délégation Outre-mer. Ce qui est chose aisée à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a des membres de la délégation droits de l'enfant et Outre-mer qui font partie en fait des deux délégations. Nous porterons aussi ce projet pour information auprès du Sénat, qui n'a pour l'instant pas de délégation aux droits de l'enfant, pour aussi avoir des synergies intéressantes sur ce sujet. Concrètement, quel pourrait être le rôle du parlementaire référent ? Il pourrait déjà tout d'abord veiller à la mise en œuvre de cette clause impact enfance outre-mer qui permettrait d'analyser en fait systématiquement l'impact sur les droits de l'enfant des futurs projets et propositions de loi. On l'a vu sur le travail législatif, on tend de plus en plus vers une spécificité des lois en fonction des territoires. Nous, on pense que c'est très opportun de s'adapter aux spécificités des territoires. Seulement, ces dispositions, elles doivent respecter la Convention internationale des droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, le rôle du parlementaire référent pourrait tout d'abord être d'analyser ce lien entre droits de l'enfant et Outre-mer. Les modalités, elles sont à travailler. C'est une proposition qui est assez novatrice qu'on fait, qui peuvent être travaillées à nos côtés à l'UNICEF France. Et on peut aussi, à travers ce parlementaire référent, réfléchir à favoriser la participation des enfants et des jeunes issus de vos territoires directement aux politiques nationales qui les concernent. Mais ça, on pourra en reparler après dans le cadre de discussion si on a des questions approfondies sur le sujet. Ensuite, un moyen d'agir que vous connaissez bien, c'est aussi les propositions de loi. Nous-mêmes, on réfléchit, comme je vous dis, on mène un plaidoyer sur l'ensemble du territoire. On aimerait notamment travailler sur les questions d'accès à l'alimentation et notamment justement la question de la restauration scolaire. Donc, comme je le disais, à l'échelle nationale, mais on aimerait vraiment pouvoir prendre en compte aussi les difficultés qui peuvent exister dans les territoires ultramarins. On a été extrêmement surprise, à vrai dire, puisque tant en Guyane qu'à Mayotte, on nous a beaucoup présenté les enjeux de nutrition comme des enjeux prioritaires, en tout cas pour les acteurs et notamment pour les pouvoirs publics locaux. En fait, on s'est rendu compte que ça soulevait un grand nombre de difficultés, à la fois pratiques, comment faire en sorte de pouvoir nourrir les enfants, faire en sorte que certains enfants ne restent pas le ventre vide toute la journée. Et on a vraiment senti que c'était une préoccupation des acteurs locaux, des organisations de la société civile aussi. Et on s'est demandé, si on travaillait sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement contribuer, travailler ensemble sur ce sujet-là, puisque, comme vous le savez, il existe un certain nombre de difficultés. Toutes les écoles n'ont pas forcément de cantine, n'ont pas forcément de cuisine. Donc, il y a des aspects très pratiques. Et même si ce sujet est en partie traité aujourd'hui, puisque toutes les nouvelles constructions d'établissements scolaires, il me semble, incluent aujourd'hui une cantine, au moins une possibilité de réchauffer des plats, il se trouve qu'il y a
encore des enfants qui ne peuvent pas accéder à la restauration scolaire dans ces territoires, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers, soit parce que l'offre n'est tout simplement pas disponible, ce qui fait que finalement l'école peut moins bien nourrir les enfants dans les territoires ultramarins que dans l'Hexagone, et c'est évidemment une préoccupation. Donc c'est l'un des sujets qu'on voulait évoquer aujourd'hui, mais on sait que certains d'entre vous travaillent probablement sur des sujets qui concernent l'enfance, qui peuvent avoir un impact sur les droits de l'enfant, et on se tient véritablement à votre disposition pour pouvoir voir les implications de ces projets et essayer de trouver les meilleures solutions pour répondre à l'ensemble des problématiques qu'a pu soulever notre rapport. D'autres propositions aussi où on pensait que les parlementaires pouvaient, au-delà d'être proactifs, mais être aussi en réaction face à l'actualité notamment. On peut évoquer la situation des enfants étrangers et ou en situation de migration, puisque l'actualité l'a démontré. La loi immigration qui a été adoptée et le futur projet de loi Mayotte qui a été annoncé sans forcément plus d'informations sur le sujet, appellent à certains constats de notre part. On s'est rendu compte, et vous le savez, qu'il y a un régime dérogatoire qui s'applique pour les personnes étrangères dans certains territoires dits d'outre-mer. C'est le cas à Mayotte et c'est ce qu'on entend le plus, mais c'est aussi le cas dans d'autres territoires. Je pense notamment à la Guyane, mais aussi à la Guadeloupe et à la Martinique. On s'est rendu compte que ce régime dérogatoire, il pouvait parfois compromettre de manière systémique les droits de l'enfant. Et on souhaitait remettre au cœur du débat la question des enfants, comment ils vivent concrètement ces dérogations. On l'a vu avec l'exemple notamment de l'accès à la nationalité. La loi immigration avait voulu étendre le régime qui s'appliquait à Mayotte pour notamment la Guyane et Saint-Martin. Le Conseil constitutionnel a retoqué ces dispositions pour des vices de procédure, pas sur la forme. Et donc on le voit aussi pour le projet de loi Mayotte, il y a aussi des discussions autour de la suppression du droit dit du sol. On tient aussi à rappeler que le droit du sol en tant que tel en France n'existe pas. Il y a quand même des conditions à remplir. À Mayotte, c'est de plus en plus restrictif, et puis on se rend compte qu'il y a une tendance quand même à ce que ce régime soit déployé dans d'autres territoires. Je pense que la Guyane, Saint-Martin, mais même d'autres territoires seraient concernés. Ce qu'on tient juste à rappeler rapidement, c'est qu'il y a déjà en fait des dérogations sur l'accès à la nationalité à Mayotte, et il y a déjà des conséquences sur les enfants, puisqu'il y a une application rétroactive de la loi, et donc les jeunes qui demandent la nationalité à leurs 18 ans subissent déjà les conséquences de cette réforme. Pour les jeunes qui ne peuvent pas être français, la seule solution qu'il y a, c'est de demander un titre de séjour à la préfecture. On le sait, en ce moment à Mayotte, la préfecture est fermée depuis plusieurs semaines. Les difficultés systémiques liées à la dématérialisation font que il y a des difficultés pour eux de demander un titre de séjour. Donc les jeunes actuellement sont dans une insécurité juridique et administrative permanente. On le rappelle enfin sur ce sujet-là, c'est qu'il y a une recommandation spécifique quand même du Comité des Nations Unies lors du 6e examen sur l'effectivité de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et le comité demande à la France, je cite, de réexaminer le régime exceptionnel d'accès à la nationalité pour les enfants de Mayotte. Je ferme la parenthèse. Le comité a aussi constaté que les premières victimes de ces dérogations, c'était bien les enfants. Là-dessus, nous, on aimerait beaucoup qu'il y ait une analyse quand même de cette réforme qui soit faite, et donc on aimerait beaucoup que les parlementaires lancent une mission flash sur l'impact de la loi du 1er mars 2019 qui limite l'accès à la nationalité française à Mayotte. Là-dessus, on n'a pas de données, on n'a pas de mission flash, on n'a pas de retour sur le sujet. Ça nous permettrait d'avoir une base d'analyse et de pouvoir analyser les politiques publiques sur la base de cette mission flash. J'essaye de passer rapidement parce qu'il y a de nombreux sujets qui nous préoccupent. Sur le cas de la loi Elan et peut-être plus globalement sur l'opportunité qu'est le pacte des solidarités qui est porté du coup par le ministère des Solidarités. Nous, c'est un sujet qui nous préoccupe, les enjeux liés à la pauvreté, à la parentalité et au logement. Les enjeux sont quand même plus exacerbés dans les territoires dits d'outre-mer, et pour le coup, l'ensemble des territoires sont concernés. Nous, on pense que le pacte des solidarités, il représente une vraie opportunité pour porter les enjeux relatifs aux Outre-mer. On le rappelle, il y a un volet spécifique qui est dédié au territoire. Donc il y a le pacte des solidarités, et il y a aussi le pacte des solidarités Outre-mer qui est assez inédit. Il s'élève à 50 millions d'euros par an. Et par exemple, il y a 10 millions qui ont été affectés pour les petits déjeuners dans les écoles primaires dans les Outre-mer, notamment aussi la revalorisation de la PARS, la gratuité des manuels scolaires, l'adaptation du plan des 1000 premiers jours, ou encore la création de nouvelles permanences d'accès aux soins de santé.
supplémentaires dans les territoires. En tant que parlementaire, il pourrait être intéressant que vous puissiez aussi contribuer par votre expertise au pacte des solidarités et puis suivre de très près ces affectations budgétaires qui vont être affectées dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Sur la question du logement, puisque vous nous posiez la question, Monsieur le Président, de la loi Elan, là aussi, dans le pacte des solidarités, il y a des dispositions qui sont assez intéressantes. Il faut savoir, vous l'avez dit, la loi Elan, c'est des mesures dérogatoires qui s'appliquent à Mayotte et en Guyane. À l'échelle nationale, on a une instruction spécifique qui existe, mais qui ne s'applique pas dans les territoires d'outre-mer. C'est l'instruction de 2018. Qui permet quand même des choses assez intéressantes, qui permet à minima d'obtenir notamment des crédits pour accompagner les familles dans l'accès à leurs droits, ce que ne permet pas des procédures d'urgence comme la loi Elan. Dans l'accès aux droits, on pense à la scolarisation, à la santé, à l'emploi, à l'hébergement ou encore à l'accompagnement social. Et donc, dans certains territoires, il y a des solutions innovantes qui sont mises en place, je parle dans l'Hexagone, et qui pourraient totalement se prêter au territoire d'outre-mer. Là-dessus, on a pas mal de données. On se tient aussi à disposition pour pouvoir un peu étayer à ce niveau-là. Sur l'opération Wambouchou en tant que telle, nous, l'UNICEF France, on avait déjà, avant l'opération, fait part de nos inquiétudes dans le cadre d'une note d'analyse, de l'inquiétude sur la réalisation des droits de l'enfant. L'opération Wambouchou 1, en tout cas, elle a clairement montré ses limites. Les logements ont été, pour la plupart, détruits dans l'urgence, sans réel suivi des familles, bien qu'il y a des permanences sociales qui étaient instaurées aux abords des lieux concernés. Le problème, et ça c'est un retour de terrain qu'on a eu, les forces de l'ordre étaient souvent présentes aux abords de ces permanences, ce qui dissuadait de fait les familles en situation de grande précarité, dont certaines en situation dite irrégulière, de se rendre aux permanences pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. On est aussi très inquiet face à la déscolarisation des enfants, par manque de place dans les établissements scolaires. Les familles sont... Quand elles ont la chance d'être relogées, elles sont relogées parfois très loin du lieu de l'établissement scolaire. Quand on sait à quel point il est difficile à Mayotte de scolariser des enfants, on peut imaginer le dilemme des parents entre accepter un relogement loin de l'établissement scolaire ou refuser le logement pour pouvoir scolariser les enfants. Donc ça, c'est un choix qui ne peut pas être un choix qui doit être fait, en tout cas dans le cadre de cette résorption des bidonvilles. Donc là-dessus, il y a pas mal de pistes, notamment sur l'instruction de 2018. Si elle pouvait s'appliquer dans tous les territoires d'outre-mer, ça pourrait être quand même une piste assez intéressante et d'être dans une logique d'accompagnement global et pas dans une logique d'urgence, puisqu'on se rend compte aussi que lorsque les bidonvilles sont détruits, ils peuvent être construits un peu plus loin dans la forêt, un peu plus loin dans les hauteurs, et donc finalement, ça ne règle pas la question. Là-dessus aussi, en tant que parlementaire, vous avez aussi tout à fait un rôle à jouer. On n'a pas énormément de données sur l'application de la loi Elan. À Mayotte, on a quelques données, mais par exemple, pour la Guyane, on sait qu'il y a quelques opérations qui ont été ordonnées. On n'a pas vraiment de données sur le sujet. Donc, s'il y a des questions au gouvernement qui peuvent être faites pour demander des précisions sur des données relatives à l'application de la loi Elan, ça pourrait être une piste assez intéressante. Peut-être avant de conclure ce propos liminaire, on répondra ensuite sur la question concernant l'ASE. La partie sur la protection est assez grande dans le rapport, puisqu'on nous a aussi beaucoup fait remonter les difficultés en termes de protection qui pouvaient exister, avec notamment des territoires dans lesquels on compte une importante disproportion d'assistants familiaux par rapport aux autres offres d'accueil, notamment collectives, et certains dysfonctionnements qui peuvent exister, la difficulté à placer des enfants, et pour les juges des enfants, à être toujours certain que c'est une solution qui va permettre à l'enfant d'être dans de meilleures conditions, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, évidemment, des constats assez difficiles concernant les violences faites aux enfants, mais je ne sais pas si Karine Lebon, notamment, est connectée, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on a eu l'opportunité d'évoquer avec elle, notamment suite au rapport qui a été fait pour la délégation aux droits de l'enfant, et donc on pourra éventuellement y revenir si vous le souhaitez. Donc tout d'abord, vous remercier pour votre oreille attentive, et puis comme je le disais, l'idée pour nous à travers cet échange aujourd'hui est vraiment de pouvoir démarrer un dialogue pour identifier des moyens concrets de renforcer la mise en œuvre des droits de l'enfant partout en France, et dans les territoires ultramarins évidemment, puisqu'il y a urgence.
Merci, mesdames. Donc, pour qu'on poursuive, il y a deux collègues qui ont demandé la parole. Donc, la collègue Lebon et ensuite la collègue Petit. Donc, collègue Lebon, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour et merci pour votre intervention. Je vous confirme que je suis connectée. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, je suis ravie de vous revoir. Effectivement, nous nous étions rencontrés à la réunion. Nous avons pu commencer à échanger sur ce sujet et notamment au sujet du rapport que nous avons mis avec Philippe Dunoyer et Olivier Servat au nom de la délégation de droits des enfants sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer. Avant de vous parler puisque ça va être le sujet de mon intervention, je voudrais vous dire que j'exprime un vif intérêt pour votre position de parlementaire référent, parce que je trouve que cette idée est novatrice et permettrait vraiment une meilleure coordination. Bon, maintenant, j'en viens vraiment au sujet du mal-logement. Dans votre rapport, vous insistez particulièrement sur les enjeux du mal-logement, fléau qui touche un nombre croissant de familles dans les territoires ultramarins. Ce mal-logement est évidemment consubstantiel à la pauvreté, qui chez nous est bien plus importante que dans l'Hexagone. Votre rapport le rappelle d'ailleurs, à La Réunion, les enfants sont particulièrement touchés par la pauvreté, puisque 46% d'entre eux vivent dans un ménage pauvre. Donc cela concernerait environ 110 500 enfants. Parallèlement, la Fondation Abbé Pierre ne dénombre pas moins de 100 000 personnes mal logées sur notre île, soit 12% de la population. Les familles cette pauvreté multidimensionnelle doit être éradiquée. Vous préconisez quelques moyens d'action auxquels nous ne pouvons que souscrire, faire de la lutte contre cette pauvreté une priorité de l'action de l'État, recenser les familles sans domicile pour leur offrir des solutions adaptées, prioriser la production de logements très sociaux. Et parce que les familles avec enfants sont effectivement prioritaires dans l'attribution de logements sociaux, mais force est de constater qu'il y a un vrai dysfonctionnement. Pour une raison simple, il n'y a pas assez de logements. Quelles conséquences a cette pénurie? L'enfant est clairement la victime collatérale du mal-logement. Une étude de la Fondation Abbé Pierre montre que le mal-logement et la santé physique des enfants sont liés. D'ailleurs, les familles évoquent les problèmes de santé à répétition et la fragilité de leurs enfants dans le contexte du mal-logement. L'humidité, la moisissure, le manque d'isolation, l'eau froide sont en grande partie responsables des difficultés rencontrées par les enfants, des conséquences sur l'état de santé et parfois la mauvaise scolarisation, puisqu'évidemment, tout ceci, c'est pas des vases clos. Tout ceci communique. Il apparaît également que les 6-12 ans sont particulièrement vulnérables au mal logement, surtout dans le cadre de l'acquisition des apprentissages scolaires et de la socialisation. Et moi, je suis particulièrement inquiète, puisque c'est aussi le fil rouge de mon engagement en politique, quant aux violences intrafamiliales dont vous avez un peu parlé. En 2022, le bilan statistique du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer indiquait que les violences intrafamiliales avaient augmenté de 62% à La Réunion depuis 2014, dont 43% de violences sexuelles. Alors, la parole se libère, donc peut-être qu'on a plus de plaintes et c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir plus de plaintes. Mais malgré tout, le fait d'avoir une telle augmentation me pose vraiment question. Nous sommes absolument d'accord avec vous sur l'importance d'augmenter le nombre de logements sociaux. L'État en est conscient, mais malgré tout, rien n'est fait. Donc, et les dernières annonces gouvernementales concernant le logement social risquent d'aggraver le problème, puisque il a été question d'inclure les logements intermédiaires dans la loi SRU. C'est vrai que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Quelle autre solution préconisez-vous pour mettre fin au mal-logement des enfants, toujours, comme vous l'avez dit, dans l'intérêt supérieur de l'enfant? Je vous remercie. Merci, collègue Lebon. Donc, la collègue Petit. Merci à Monsieur le Président. Je voudrais d'abord te remercier, cher Président, d'avoir proposé cette audition, puisque le sujet est relativement important. Et je voudrais aussi vous remercier, Madame Sauré et Madame Détresse, pour vos propos liminaires. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas eu l'occasion encore de prendre connaissance de votre rapport. J'ai essayé d'écouter attentivement ce que vous nous aviez présenté. Je comprends que ce que vous y avez développé est particulièrement complexe. Alors moi, je voudrais revenir sur quelques points avec vous
pas forcément dans les détails, je ne vais pas être très très longue, mais pour avoir un éclaircissement peut-être. D'abord sur le sujet de la nutrition. Oui, c'est un sujet particulièrement délicat et particulièrement important. Moi, je me souviens lorsque je me suis rendue en Polynésie, c'était en 2019. Je travaillais justement pour la délégation Outre-mer sur un rapport sur le sport et la santé dans les territoires et départements d'Outre-mer. Et on m'avait expliqué que les gens, en fait, n'ayant pas beaucoup de ressources, à faible pouvoir d'achat, nourrissaient leur bébé avec, par exemple, un biberon de sirop de grenadine, par exemple. Donc, l'impossibilité d'acheter du lait pour les enfants commençait effectivement très tôt. Et donc, très jeunes, les enfants étaient malnutris, ce qui développe donc, bien évidemment, des pathologies déjà dans l'enfance et bien évidemment à l'âge adulte. Je fais juste un petit parallèle par rapport à Mayotte. Mayotte, où je me suis rendue aussi avec ma collègue Cécile Rilac, qui est présente aujourd'hui. Nous nous y sommes rendus en fin d'année 2019. Là, on a constaté qu'il y a une telle surpopulation scolaire que les enfants sont scolarisés pour partie en matinée, et puis pour les autres, l'après-midi. Donc, ma question, c'est comment faire pour que ces enfants, justement, puissent avoir une alimentation équilibrée, ne serait-ce qu'une fois dans la journée. Est-ce que ça passerait pas, par exemple, par la distribution, je vais dire, de doggy bag à l'arrivée des enfants à l'école, à l'arrivée des petits Polynésiens à l'école? Il faut savoir que les enfants se lèvent en plus relativement tôt le matin là-bas parce que souvent, ils vont à pied à l'école. Guyane, je ne veux même pas dire, c'est aussi très très compliqué, hein. Je connais la situation de Guyane aussi puisque je m'y suis rendue. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une réflexion à avoir sur cette distribution à l'arrivée dans l'établissement, puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, tous les établissements ne possèdent pas de cantine, tous les établissements ne possèdent pas de cuisine. Donc voilà, ça c'est ma première question sur comment faire pour que les enfants puissent avoir accès à une nutrition équilibrée, ne serait-ce qu'une fois par jour. Après, vous avez, sur un autre sujet, vous étiez en train de commencer à parler du projet de loi sur Mayotte et vous avez indiqué qu'il y avait un régime dérogatoire, donc à Mayotte, bien évidemment, je le sais, en Guyane aussi, mais vous avez dit qu'il y en avait un en Guadeloupe et en Martinique. Alors, moi, je suis martiniquaise, élue dans le Val-de-Marne, mais je connais donc un petit peu la situation de la Martinique. Et là, je n'ai pas compris de quoi vous parliez exactement quand vous parliez de régime dérogatoire. Est-ce qu'il s'agit de titres de séjour pour des mineurs? Voilà, si vous pouvez m'éclairer un petit peu sur ce sujet-là, je vous en saurai gré. Et puis, un troisième point, qui est le point des violences commises à l'égard des enfants. Moi, j'avais travaillé pour faire disparaître les violences éducatives ordinaires, la suppression de la fessée, de la gifle, etc. C'est moi qui l'avais porté lors du mandat précédent. Je sais qu'on avait oublié, c'est vraiment une erreur, j'en suis presque encore toujours malade, on a oublié d'inclure la Polynésie. Et donc, la loi d'interdiction des violences éducatives ordinaires ne s'applique pas en Polynésie. Il faudrait pour ça qu'ils puissent légiférer de leur côté. Et je ne sais pas du tout où ils en sont de la réflexion, mais ça, c'est un angle mort. Et je m'en veux terriblement de ne pas y avoir pensé. Et puis, toujours sous l'angle des violences, alors cette fois-ci, pas à titre éducatif, mais les violences sexuelles. On sait que malheureusement, sur nos territoires ultramarins, il y a aussi, comment dirais-je, l'inceste. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier ce sujet-là aussi, mais je pense qu'on ne peut pas passer sous silence ce phénomène qui est particulièrement compliqué aussi là-bas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Collègue Rilac, après, nous passerons la parole à nos deux invités du jour. Merci, Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être très bref parce que mes collègues Karine et Maud ont fait déjà un gros panel de questions. Par rapport à vos propos liminaires très complets et vraiment, je vous en remercie. Président, je souhaiterais pouvoir que la délégation puisse se saisir du questionnement, donc de la mise en effet des conséquences de l'application de la loi dite Asile et Immigration, la loi Collomb, puisque c'est de cela dont vous avez parlé, mesdames,
par rapport à la modification du droit du sol de Mayotte. Donc, il me semble en effet que c'est de nos prérogatives en tant que parlementaires et particulièrement parlementaires de cette délégation de se saisir du sujet. Donc, si nous pouvions l'inscrire à nos travaux, je sais que la liste est longue, mais il y a des priorisations à faire et donc le mettre peut-être à l'ordre du jour du prochain bureau. Voilà, ça c'était ma première réaction. Ma deuxième réaction, mesdames, va dans le prolongement de la question de Madame Petit. Je travaille actuellement à une proposition de loi sur l'école primaire, particulièrement pour lui donner un statut juridique. Donc, bien évidemment, vous comprenez le sens de ma question. Elle est liée à la restauration scolaire. Donc, même si vous allez répondre, je pense, à Madame Petit et m'apporter des éclairages, sachez donc que je travaille sur ce sujet et que peut-être pour la Guyane, pour Mayotte, essentiellement, il y aura peut-être des ajouts à faire. Et si cela n'est pas du registre de la loi, que nous puissions les avoir à l'esprit pour qu'ils soient réécrits, peut-être d'un point de vue du décret ou de la circulaire, mais que nous ayons peut-être cela à l'esprit. Voilà, s'il y a des problèmes statutaires pour les écoles primaires en lien avec les collectivités territoriales en ce qui concerne la restauration. Je vous remercie. Merci, collègue Rilhac. Donc, juste avant de passer la parole à nos deux invités, j'aimerais juste te rassurer, collègue Rilhac, à la prise en compte de ce rapport-là et ensuite, suite aux interventions de nos deux invités, j'avais déjà prévu de nous saisir de cette question de manière urgente et effectivement d'en échanger après à la prochaine réunion de bureau. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez la parole, mesdames. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, on vous tourne le dos en présentiel, mais je ne sais pas où regarder pour vous voir, mais en tout cas, maintenant, on vous voit bien. Je vais essayer de répondre. Ce ne sera peut-être pas forcément dans l'ordre parce qu'on a noté toutes les questions et puis ma collègue Jody pourra me compléter, sachant qu'on n'a pas aussi de solution pour l'ensemble des problèmes, mais en tout cas, on a des pistes de recommandations. Sur la question du logement, effectivement, merci beaucoup pour ces échanges-là. Effectivement, Madame Lebon, on a pu en échanger notamment à La Réunion et on a aussi constaté, et c'est d'ailleurs une grande inquiétude de l'ensemble des acteurs, notamment de la Fondation Abbé Pierre, mais pas que. Il y a une réelle inquiétude autour des questions de logement. Nous, en tout cas, ce qu'on a préconisé, parce qu'on s'est rendu compte aussi dans l'analyse qu'on avait des limites, c'est vraiment de renforcer l'identification et le repérage des enfants, soit des enfants sans domicile, soit des enfants mal logés. On a une analyse de la Fondation Abbé Pierre récente qui est sortie, mais une analyse spécifique sur les enfants sans domicile et les enfants mal logés, ça gagnerait, en tout cas pour les territoires dits d'outre-mer, ça gagnerait à être, je pense, amélioré. Et donc en renforçant le repérage, on pourra aussi renforcer l'orientation des familles, soit des familles sans domicile vers le droit commun, soit des familles qui sont mal logées vers des logements dignes. Après, il n'y a pas de secret, effectivement. S'il n'y a pas assez de logements, nous, on préconise évidemment la construction accélérée de logements sociaux dignes, en prenant en compte aussi les enjeux liés au climat, qui sont particulièrement prégnants dans les territoires. Et donc, bien évidemment, les constructions doivent être pensées à l'échelle des territoires et non à l'échelle de l'Hexagone. Donc, au-delà de la construction des logements et de développer l'offre d'hébergement de manière globale, on avait aussi la recommandation de mettre en place un référent enfance-famille au sein des SIAO, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des enjeux de coordination des acteurs, en tout cas dans certains territoires. Et donc, le fait de mettre en place un référent enfance-famille au sein directement des SIAO pour les enfants sans domicile, ça pouvait permettre une meilleure cohérence et un meilleur accompagnement. Et puis, on l'a redit, mais peut-être que ma collègue Jody pourra me compléter, mais sur la question de l'habitat indigne, le fait de rentrer les Outre-mer dans l'instruction de 2018, ça pourrait permettre à grande échelle d'avoir une réflexion sur les enfants mal logés et de développer la médiation sociale, la médiation scolaire, de renforcer les dispositifs d'aller vers aussi. Ça, pour le coup, il y a des territoires dits d'Outre-mer qui sont très novateurs sur le sujet. Il s'agit aussi d'encourager ces dispositifs
dispositif, d'avoir des financements aussi qui soient des financements dans la pérennité, puisque ça aussi, les acteurs sur place nous ont dit que c'était compliqué parfois de financer leurs actions sur les questions du logement parce que les appels à projets duraient quelques mois, quelques années, et donc c'est pas possible d'avoir un suivi global et une résorption de l'habitat indigne sur le long terme sans financement qui va avec. Je ne sais pas si sur la question du logement, tu veux me compléter ou si je déroule. Ok. Sur le régime dérogatoire, Madame Petit, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai été assez rapide, donc c'est normal que la question puisse être posée. Merci beaucoup. Alors, le régime dérogatoire, on pourra vous envoyer une note spécifique. On a analysé un petit peu le régime dérogatoire dans les territoires. Pour ce qu'il s'agit des Antilles, alors c'est très précis et c'est un petit peu technique. C'est sur les enjeux liés à la rétention et à la saisine du JLD, donc de juge des libertés et de la détention. Le délai de saisine est différent, alors que ce soit dans l'Hexagone et à Mayotte, mais aussi différent dans d'autres territoires, et c'est notamment le cas pour ces territoires-là. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer un comparatif de ce régime dérogatoire. Ça vous permettra d'avoir une idée précisément de ce qui se fait, mais c'est assez technique, mais c'est sur ce point-là auquel je pensais. Mais pour l'instant, pas d'autres dérogations pour les Antilles, donc Guadeloupe et Martinique. Mais comme on disait, on est quand même dans une tendance à toujours plus de dérogations. Et donc, on est particulièrement attentif à l'ensemble des territoires ultramarins pour qu'il y ait une égalité en droit et en fait. Sur les violences intrafamiliales. Pardon, excusez-moi. Oui, pardon, excusez-moi, je reprenais. C'est sur le sujet d'une saisine, en fait. De la saisine. Oui, la saisine du JLD, du juge des libertés et de la détention, lorsqu'on est notamment, par exemple, placé en centre de rétention administratif, en CRA. Merci. Merci. Sur la question des violences intrafamiliales, c'est vrai que c'est un sujet particulièrement important, particulièrement prégnant, pour le coup, sur l'ensemble du territoire français, avec certaines spécificités en fonction des territoires. Là aussi, notre enjeu, ce n'était pas de stigmatiser les territoires dits d'outre-mer, puisque malheureusement, les violences intrafamiliales, elles touchent nombreux enfants, peu importe la situation géographique. Mais malgré tout, on a quand même fait un focus sur certains territoires. Madame Petit, vous avez notamment cité la Polynésie. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de données sur la Polynésie qui sont quand même des données assez inquiétantes. On pourra reparler de cette loi qui n'est pas appliquée du coup en Polynésie, et voir comment nous, UNICEF, on peut aussi contribuer à essayer de renforcer l'accès aux droits des enfants victimes de violences, notamment en Polynésie. Alors là-dessus, nous, on a quand même plutôt acté notre analyse sur la prise en compte des enfants et des jeunes victimes. On s'est rendu compte quand même que tout ce qui est campagne de communication, de sensibilisation, etc., qui pourrait permettre de libérer la parole, ce sont souvent des campagnes qui sont calquées sur le modèle hexagonal, même si à Mayotte, on a une campagne qui est la campagne CID, qui est très intéressante, mais parce qu'elle part des acteurs du terrain. Mais donc voilà, parfois les campagnes sont calquées sur le modèle hexagonal, pas forcément traduites dans les langues, même si on a énormément de langues. On n'a pas parlé des enjeux de plurilinguisme, mais je sais que c'est un sujet aussi qui est cher à certains députés de votre délégation. Mais voilà, il y a un réel enjeu quand même de traduire en fait ces campagnes de sensibilisation, de les adapter aux réalités locales. Même si un enfant victime de violence est victime sur l'ensemble du territoire, il y a quand même des spécificités qu'il faut prendre en compte. Donc là-dessus, on préconise quand même de traduire dans les langues régionales et adapter aux spécificités locales, que ce soit les lignes d'écoute, mais aussi toutes les campagnes de sensibilisation. Oui, en effet, je pense que la question des langues est importante sur ce sujet, mais pas seulement, mais sur ce sujet particulièrement, parce que pour parler de choses aussi sensibles, aussi difficiles, il faut être sûr de se comprendre, de pouvoir comprendre les mots qui sont utilisés aussi par un enfant, par un adolescent. Donc c'est vraiment un sujet qui est important. Dire aussi que on a essayé d'essayer de proposer aussi des solutions qui soient à construire entre les acteurs, justement parce que c'est un sujet qui est tellement sensible qu'on n'avait pas forcément envie de projeter des solutions depuis Paris sur les territoires, parce que la violence, elle a aussi des causes historiques profondes qui ont besoin d'être comprises. Et en ça, on avait notamment eu un échange très intéressant avec Thierry Malbert, qui travaille justement dans un observatoire de la parentalité, justement pour essayer de comprendre aussi les causes
ces violences intrafamiliales et pouvoir y apporter des solutions qui soient des solutions holistiques et pas simplistes. Et ça prend du temps, ça demande d'avoir tous les acteurs autour de la table qui en fassent vraiment une priorité. Et puis, redire aussi l'importance de soutenir les acteurs qui lancent ces dynamiques aussi localement. On avait pu rencontrer notamment à Mayotte, Akiza Wanadza, qui fait quand même un travail absolument remarquable. Donc je pense que soutenir les acteurs directement est aussi très important parce qu'ils font un travail difficile et très remuant. Donc c'est nécessairement des acteurs qui doivent être soutenus. Merci. Moi, pour continuer un peu dans les échanges que je trouve extrêmement riches et intéressants à la fois, avez-vous identifié d'éventuels impacts sur la loi immigration récemment votée en commission d'accueil immigration, et notamment sur les potentielles dérives en matière de scolarisation? Tout à l'heure, vous avez fait un focus sur le fait que les jeunes arrivaient à majorité lorsqu'ils demandaient la nationalité. Bon, ça, c'était le parcours du combattant pour ne pas dire autre chose. Maintenant, est-ce que vous avez pu faire un petit focus sur l'accès à la scolarisation des enfants? Et il y a eu récemment une polémique à l'échelle nationale sur les différentiels entre écoles publiques et privées. Est-ce qu'il y a, selon vous, une distinction à établir entre les raisons qui poussent les familles à scolariser leurs enfants dans le privé plutôt que dans le public, entre le territoire hexagonal et les territoires d'outre-mer? Et puis, l'année dernière, nous avions eu l'occasion d'échanger avec vous sur la proposition de l'UNICEF que soit mis en place un observatoire national de la non-scolarisation qui serait décliné dans le territoire ultramarin. Est-ce que vous avez des éléments nouveaux sur le sujet? Merci beaucoup. Alors, ravie de pouvoir reparler de cet observatoire de la non-scolarisation, qui est en effet une proposition qu'on a portée notamment, qu'on a portée depuis longtemps, mais qui finalement semble avoir trouvé une voie à travers le pacte des solidarités. Donc, il s'agit d'un observatoire de la non-scolarisation qui viserait à identifier l'ensemble des publics ayant des difficultés à être scolarisés, afin de pouvoir justement analyser les raisons de ces difficultés et pouvoir ensuite proposer des solutions adaptées. Puisque même si on a du mal, justement parce que ces enfants sont bien souvent invisibles à savoir combien ils sont, des estimations nous laissent penser qu'il serait quand même à minima plusieurs dizaines de milliers à ne pas être scolarisés. Donc pour nous, c'est vraiment un sujet très important, d'autant qu'on sait que ce sont souvent des enfants qui sont dans des situations de précarité, de fragilité, et l'école est d'autant plus importante pour ces enfants. Donc cet observatoire, nous espérons qu'il va pouvoir se concrétiser, puisqu'il a été annoncé, mais depuis, notamment du fait des changements de gouvernement, on n'a pas encore réussi vraiment à s'assurer que ce projet-là sera poursuivi. Mais en tout cas, on espère que ça pourra être le cas. On se tient à disposition du gouvernement, des parlementaires aussi, pour pouvoir pousser ce sujet, je l'espère. Et notamment, on a déjà travaillé finalement sur les déclinaisons au niveau local, et notamment dans les territoires ultramarins. Il existe en Guyane un observatoire de la scolarisation et de la réussite éducative. C'est pas tout à fait le même nom. Il est tourné d'une façon un peu plus positive. On a beaucoup demandé à ce qu'il soit relancé, puisqu'en fait, il n'avait jamais vraiment réussi à produire des livrables sur le sujet, des vrais changements. Pour autant, on pense que c'est un très bon outil. Finalement, cette déclinaison assez naturelle localement de cet observatoire que l'on porte au niveau national, il a été relancé depuis le début de l'année, et on espère que il pourra nous aider à avoir des chiffres plus précis sur la situation de la non-scolarisation en Guyane. Je sais que le rectorat s'y emploie et a déjà présenté des chiffres. Maintenant, la question, c'est aussi vraiment de pouvoir aller plus loin dans l'analyse. Qui sont ces enfants? Pourquoi ne sont-ils pas scolarisés? Et comment est-ce qu'on peut y remédier et s'assurer qu'ensuite, leur scolarité se passe le mieux possible. Donc voilà, j'en profite simplement rapidement sur les enjeux de nutrition, parce que ça fait le lien avec l'école. Donc je réponds aussi aux questions qui ont été posées sur l'école primaire. Sauf à me tromper, notamment à Mayotte, finalement, ces rotations, ces horaires décalés font que les enfants, il n'y a pas d'obligation à donner un repas aux enfants à midi, puisque les horaires sont décalés. Ils sortent suffisamment tôt, entre guillemets, de l'école pour pouvoir manger chez eux, ou alors ils commencent suffisamment tard pour prendre leur repas du midi chez eux. Dans la réalité, en fait, on observe surtout des enfants qui ne mangent pas. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est des collations.
Mais je ne sais pas si dans l'Hexagone, on trouverait normal qu'un enfant fasse toute sa journée avec une collation dans le ventre. Donc ça n'est pas acceptable pour des enfants dont on sait qu'en plus, la plupart des autres repas manquent ou ne sont pas équilibrés. Donc finalement, ce sont ces enfants qui sont les plus fragiles et il y a un vrai travail à faire. Il est fait dans certains territoires, je pense notamment aux échanges que nous avons eus avec la CAF en Guyane, qui a essayé justement d'avoir des super collations, si je puis dire, des choses qui soient vraiment plus élaborées, plus équilibrées. Finalement, cette espèce de lunchbox dont vous parliez, Madame la députée, ils sont en train de travailler dessus. Ça implique une grande mobilisation de la CAF qui fait quand même un travail assez remarquable sur ce sujet-là et sur d'autres. Donc je pense que c'est typiquement les moyens qui doivent aussi être donnés aux acteurs, parce qu'il y a un besoin particulier sur ce territoire, et que savoir que des enfants ont faim en France, je crois que ça n'est acceptable pour personne. Merci beaucoup. Sur les enjeux de nutrition, je rajoute aussi que les enjeux liés à l'accès à l'eau ont aussi des conséquences sur la nutrition et sur la scolarisation. On n'a pas parlé des enjeux de l'eau parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais effectivement, on a certains retours des enseignants qui nous disent que voilà, les enfants qui ne peuvent pas boire suffisamment d'eau sont de fait déshydratés, peuvent s'endormir en classe, etc. Donc ça aussi, c'est un sujet qui doit toutes et tous nous mobiliser. Sur la scolarisation des enfants, Monsieur le Président, je vous réponds. On n'a pas... Alors, les conséquences en fait de la loi immigration là qui vient d'être votée ne sont pas encore perceptibles, mais je pense que les conséquences elles sont déjà là et elles existent depuis plusieurs années sur la scolarisation, notamment des enfants étrangers. Il est constaté maintenant, c'est de notoriété assez commune, hein, notamment par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la défenseur des droits, mais également nous dans notre rapport UNICEF, on a constaté quand même des freins à la scolarisation qui sont des pratiques de discrimination lors de l'inscription des enfants à l'école dans les mairies. Le décret qui cite précisément la liste des pièces n'est pas forcément soit bien appliqué, soit forcément bien connu de la part des officiers qui sont dans les mairies. Et donc, c'est des pratiques qui sont devenues systémiques, hein, puisqu'elles ont fait l'objet de condamnations par notamment la défenseur des droits. Donc, là-dessus aussi, il y a un vrai enjeu de former en fait, les officiers municipaux directement sur place et puis de sensibiliser. Mais bien évidemment, nous, ce qu'on a constaté, et d'ailleurs, on l'a communiqué lors de l'opération Wambouchou, la stigmatisation qui est faite des enfants étrangers et ou en situation de migration ne favorise pas leur intégration dans le territoire. On a pu le relever dans le cadre de l'opération Wambouchou. C'est d'ailleurs des propos qui sont inquiétants et qui ne doivent pas se mettre en place sur le territoire, mais ça a des conséquences de fait en cascade sur notamment la scolarisation. Sur la loi immigration, en particulier, on n'a pas encore les retours, mais en tout cas, on est très attentif à l'UNICEF France et on suivra cet enjeu-là de très près. Je ne sais pas si j'ai oublié des informations. Ah oui. Alors, sur certains points auxquels on n'a pas forcément répondu aujourd'hui, on vous enverra des éléments complémentaires parce qu'on a bien noté qui nous les avait demandés. Par exemple, sur la question entre l'école publique et l'école privée, on a pu remarquer en effet que sur certains territoires, j'ai plus la géographie précisément en tête, mais les écoles privées étaient beaucoup plus nombreuses. Après, on ne l'a pas forcément interprété d'une manière ou d'une autre en se disant que ça pouvait aussi être l'offre sur le territoire. Je ne sais pas si Mathilde, tu voulais ajouter des points, mais sinon on pourra vous envoyer une analyse un peu plus précise. Je vérifie si on n'a pas oublié des points majeurs. Sur l'ASE. Oui. Alors sur l'ASE, oui, on va vous apporter des éléments et sur les décrets de la loi attaquée, on pourra revenir vers vous plus global parce qu'on suit ce sujet plus globalement à l'échelle nationale. Sur l'inceste, excusez-moi. Oui, la question Un sur... sujet, Oui. ouais, un sujet particulièrement délicat parce que les situations insulaires, bien sûr en dehors de la Guyane, mais font que peut-être souvent les personnes qui en ont été victimes ne vont pas en parler parce que quelque part tout le monde se connaît sur ces territoires-là. Voilà, donc je vous laisse répondre. Merci.
Merci, madame la députée. Effectivement, sur ce sujet, ce sont des retours aussi qu'on a eu de l'ensemble des acteurs sur place, hein. Enfin voilà, le caractère parfois insulaire de certains territoires et le fait que, entre guillemets, tout le monde se connaît peut parfois mettre à mal la libération de la parole. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il n'y a en tout cas pas assez de structures d'accompagnement des enfants victimes sur les UAPED notamment. Dans les territoires d'outre-mer, il me semble, si je ne me trompe pas, il n'existe une UAPED à La Réunion, mais c'est tout. Là-dessus, nous, on a posé la question aussi dans le cadre du pacte des solidarités, parce que ça peut aussi être un levier. Il y a des fonds qui peuvent être affectés pour la création notamment du APED. Voilà, ça peut être, nous en tout cas, c'est notre recommandation qu'il y ait au moins un UAPED sur chaque territoire, ça nous paraît être le minimum. Et donc ça aussi, ça pourrait permettre d'effectuer un meilleur suivi des enfants victimes. Et encore une fois, sur la libération de la parole, ça prend du temps, ça prendra du temps, mais justement la nécessité de soutenir les acteurs sur place, puisqu'il y a énormément d'associations qui œuvrent sur le terrain. Et donc voilà, les soutenir financièrement, mais aussi adapter toutes les campagnes de sensibilisation, de communication. Et là-dessus, l'école a aussi un rôle, hein. On n'en a pas parlé, mais les assistantes sociales ont aussi un rôle énorme à jouer dans les établissements scolaires. Il s'agirait aussi de revaloriser ces métiers qui n'attirent plus forcément, alors pour le coup en hexagone, mais aussi dans les territoires, de revaloriser ces métiers. Et ça doit être un message qui doit être porté à l'échelle nationale, puisque voilà, la problématique existe aussi partout. Et j'en profite, alors on pourra vous envoyer les chiffres qu'on a réussi à avoir sur les enjeux d'inceste, mais je pense qu'ils étaient peut-être, il me semble aussi déjà dans le rapport qui avait été fait pour la délégation aux droits de l'enfant, mais on pourra vous renvoyer ça si besoin. Je voudrais juste insister aussi, puisqu'on parlait des questions du APED, dire aussi qu'on a été assez alerté, c'est le moins qu'on puisse dire, par la situation de la pédopsychiatrie dans les territoires ultramarins. Oui, très honnêtement. Et ce qui est intéressant, c'est que cet échange-là, on l'a eu avec les ARS localement, qui en fait elles-mêmes savent que la situation est extrêmement problématique. Mais par exemple, à Mayotte, il me semble qu'il y a un psychiatre. Voilà. Donc c'est aussi assez difficile de voir comment répondre à des difficultés et à des problèmes aussi graves que l'inceste, quand en fait on n'a pas les moyens de prendre les personnes en charge, quand on sait que du coup il va falloir faire en quelque sorte un tri, qu'il va falloir attendre, que finalement les publics les plus vulnérables sont probablement ceux qui n'auront pas accès à la fin à ces soins-là. Et donc évidemment ça concerne la pédopsychiatrie, mais à vrai dire ça concerne aussi d'autres spécialités. On est aussi extrêmement inquiet de la médecine scolaire, puisque justement l'école pourrait aussi être le lieu où on repérerait des enfants qui sont victimes de violences, mais là aussi finalement il y a une vraie crise de la médecine scolaire. J'ai envie de vous dire, ça nous rappelle évidemment des sujets qui sont vrais à l'échelle nationale, à l'échelle de tout le territoire, mais c'est vrai que comme sur la plupart des enjeux, en fait on s'aperçoit que les difficultés sont exacerbées, et ça c'est vraiment ce qu'on observe sur l'ensemble des problématiques. Oui. Est-ce que je peux me permettre, Euh, Président, juste... alors, il y a la collègue, je vois... il y avait la collègue Leblanc qui avait levé la main, je pense qu'elle a enlevé, D'accord. elle veut plus. C'était juste pour dire qu'il y avait une spécialité aussi qui avait tendance à disparaître au niveau national et donc logiquement aussi dans les territoires ultramarins, qui est la pédiatrie. Parce que là aussi, en fait, ce sont des spécialistes qui peuvent aider, qui pourraient aider les enfants enfin, dès les premières années de vie et qui ont malheureusement déjà tendance à disparaître, mais pour le coup, sur l'ensemble du territoire français. Et je pense que nous devons être vigilants aussi sur ce point-là d'une façon un petit peu plus générale, quoi. C'est désolant. Merci, Président. Merci, collègue Euh, Petit. Collègue je peux Leblanc, me tu as la permettre? parole. Oui, merci. Ça m'a interpellé ce que vous avez dit sur la psychiatrie, puisque j'ai interrogé, moi, ce mardi, le gouvernement sur la santé mentale euh, des enfants, notamment. Donc, moi, j'ai été particulièrement alertée. À La Réunion, on nous a dit qu'un jeune pouvait faire jusqu'à 10 tentatives de suicide avant de se voir proposer un premier rendez-vous de suivi, généralement 6 mois après. Donc, on est dans des situations terribles. On a
Mais je l'avais dit dans le rapport, on a des structures qui n'existent pas chez nous et encore je pense que La Réunion, vous l'avez souligné, hein, La Réunion, c'est pas le pire, territoire en la matière et pourtant, on est vraiment en déficit de structures. Par exemple, on a des jeunes qui sont en perte de repères, qui sont, accros à certaines, substances, illégales. On n'a pas forcément d'endroit où les accueillir, pour qu'ils soient pris en charge et bien souvent on les renvoie chez eux où, ils fuguent et le problème continue à se poser. Donc c'est vrai que les moyens dédiés à la santé mentale, mériteraient d'être revalorisés et notamment la santé mentale des enfants. Merci, collègue Lebon. Après, pour confirmer ce qui a été dit, c'est que on voit que il y a des problèmes chez nous qui sont effectivement exacerbés, mais qui sont de nature à l'échelle de la nation dans sa globalité. Parce qu'on parle de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, on a bien vu qu'il y a un rapport qui est sorti pour dire l'état de la psychiatrie au niveau de la France dans sa globalité. C'est une véritable catastrophe. Donc imaginons bien que si au niveau de l'Hexagone, c'est dans cet état, on imagine très bien le résultat sur nos territoires. Après, j'aimerais juste apporter des précisions, des confirmations que tout ce que vous mettez en exergue qui sont vrais et pour connaître en partie par rapport à mon territoire ce qui peut se passer, j'ai presque envie de dire que, un, c'est la partie émergée de l'iceberg, et de deux, ce sont des situations qui sont vraiment en lien avec on dit systémique parce que c'est le système qui crée cette situation-là. Ce n'est pas conjoncturel, j'ai envie de dire, c'est structurel même, hein, c'est en profondeur dans nos territoires. À chaque fois qu'on parlera de nos territoires sur différents sujets tels que le volet sanitaire ou autres, économique et social, les chiffres sont les plus mauvais sur nos territoires à chaque fois. Donc c'est invraisemblable. En ce qui nous concerne, vous l'avez dit vous-même, on peut se poser des questions de manière à ce que pourquoi est-ce qu'en 2024, des enfants qui sont sous la coupe de la nation en France puissent ne pas pouvoir manger. Et ça va de l'école primaire jusqu'au lycée, voire les étudiants. Et c'est en augmentation malheureusement. Pour après, on va faire un focus sur la Guyane. Aujourd'hui, vous avez plus de 20 000 personnes qui vivent dans les bidonvilles. Et c'est en augmentation perpétuelle. Et ça, c'est en lien avec le système. On ne peut pas se prévaloir dire d'être dans une république comme la France et avoir de telles situations dramatiques sur des territoires dits français. Moi, je reste encore, je dirais pas choqué, mais ça a le don de m'énerver au plus haut point. Et c'est bien pour ça que je confirme par rapport à l'intervention de la collègue Rilac que la question par rapport à ce qui s'est dit là sur les enfants, par rapport à votre rapport, il y aura des choses qui vont être mises en place au niveau de la délégation assez rapidement parce que pour nous, en ce qui me concerne, c'est un caractère d'urgence. Il va falloir que l'État puisse répondre au travers des travaux qui seront menés, et bien sûr avec votre concours le plus près. Mais moi, ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu entendre encore aujourd'hui, bon, je ne saurais l'accepter, quelle que soit la manière qui pourrait être présentée. Et on se doit, j'espère, se mobiliser toutes et tous sur un tel sujet, parce qu'en tant que parents, quel qu'il soit, on se doit en tout cas de faire face à ces situations-là et de les dénoncer au plus haut point. Donc, j'aurais bien aimé qu'on puisse continuer encore ces échanges parce que c'est quelque chose qui nous touche, j'ai bien compris. Même si je vois qu'il y a plus de dames que d'hommes présents dans ces discussions aujourd'hui. Encore une fois, heureusement que les dames existent. Je vais devoir écourter la séance puisqu'on a une deuxième juste derrière qui est d'autant plus importante. Mais rassurez-vous que vous serez, je pense, rapidement en contact à nouveau, qu'on puisse échanger encore de façon plus en profondeur et apporter, on l'espère en tout cas, des propositions collectivement sur le sujet. En tout cas, moi, je vous remercie énormément de nous avoir répondu positivement pour cette invitation. Vous serez contactés à nouveau. Nous continuerons les travaux qui ont été initiés. Et puis, je vous souhaite encore de bons travaux à venir par rapport aux différents rapports qui sortiront. Quant à nous, chers collègues, on a une deuxième séance à 15h30. Cette séance se tournera autour du contre-budget Outre-mer qui a été élaboré au travers de la délégation, qui vous sera présenté. Et ensuite, donc, nous échangerons sur le sujet. Donc, en physique, c'est à la salle 70 ou 103, rue de l'Université. Et bien sûr, vous avez un second lien qui vous a été envoyé pour vous connecter pour cette réunion-là. Ah, la collègue Petit dit qu'elle n'a pas reçu le lien, René. Bon, on le renverra. Alors, c'est pas que je ne l'ai pas reçu, c'est que je ne l'ai pas vu. Alors, est-ce que c'est possible de le renvoyer, s'il vous plaît? Merci.
Je l'ai peut-être reçu, mais j'ai Oui, pas donc vu. notre cher ami René va le renvoyer avec gentillesse. Je vous remercie d'avance. Merci René. Donc, merci Au à revoir toutes et mesdames et tous. merci Et beaucoup. puis, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Au revoir, merci encore.